Allô tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour un nouvel épisode des Serial Killers. Donc, on se transporte au 20e siècle pour venir découvrir ensemble l'histoire d'un des pires couples que la Terre ait jamais porté. Donc, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement sur votre sofa, doudou sur les genoux, et quand vous êtes prêts, comme d'habitude, on est parti! L'histoire commence au début des années 1959. On a Gwendolyn et on a William Letts qui ont déjà 4 enfants. Malheureusement pour la jeune famille, Gwendolyn va tomber enceinte de son 5e enfant et sa grossesse va très mal se passer. Gwendolyn va souvent être fatiguée, avoir des maux de cœur, des maux de tête. Elle va littéralement tomber en grosse dépression. Et malheureusement, la dépression pendant la grossesse, c'est très difficile à gérer parce qu'on ne peut pas prescrire de médicaments ni de traitements. Donc, Gwendolyn va se tourner vers le traitement électroconvulsive qui consiste en fait à donner des convulsions, j'imagine. Je n'ai pas vraiment fait de recherche, mais bon, ça me fait un petit peu peur ce mot-là. Donc, Gwendolyn va vraiment se tourner vers ce traitement-là et sa grossesse va très mal se passer. Donc, c'est le 29 novembre 1953 que Gwendolyn va mettre au monde son 5e enfant, qui est le personnage principal de cette vidéo, donc Rosemary Letts, qu'on va tout au long de la vidéo surnommer Rose, tout simplement. Donc, malheureusement pour Rose, elle naît dans une famille très pauvre et très encline à la violence et l'agressivité, en fait, de William, son père, qui a toujours été très agressif, très colérique. Les relations entre le père et la mère se passaient pas très bien et entre les enfants non plus. Donc, après la naissance de Rose, il va y avoir 2 autres enfants qui vont naître. Donc, ils vont se ramasser 7 enfants plus 2 adultes. Donc, 9 personnes qui vivent à Northam, en Angleterre, dans une très pauvreté, là. Et voilà, donc l'enfance de Rose, bon, comme vous le savez, là, la plupart des meurtriers et meurtrières en série qui naissent pauvres, eh bien, il manque beaucoup de choses. Ils ont très peu de jouets. Ils ont aussi très peu d'attention parce que les parents, souvent, vont être tournés vers l'alcool et l'abus de drogue. Donc, ils vont être délaissés à eux-mêmes et c'est ce qui va arriver malheureusement pour Rosemary. À l'école, elle va être décrite comme une enfant très maussade, très médiocre. En fait, ses notes étaient vraiment pas bonne, là. Et elle avait pas beaucoup d'amis, elle était souvent dans sa tête, perdue dans ses rêves, et beaucoup de gens vont dire que ce comportement-là à l'école primaire était dû au traitement électroconvulsif que sa mère avait eu pendant sa grossesse. Mais j'ai fait des recherches parce que je me demandais si vraiment c'était dangereux pour le fœtus. Est-ce que vraiment les médecins, même en 1953, est-ce que les médecins auraient accepté de faire subir ce genre de traitement-là à une femme enceinte qui attend un bébé? Eh bien non, c'était pas du tout dangereux, même que c'était un des traitements les plus utilisés pour combattre la dépression pendant la grossesse, tout simplement. Donc, l'adolescence de Rose se passera malheureusement pas mieux parce que ses notes à l'école vont toujours être autant médiocres et elle va finir par tout simplement abandonner l'école. Ses parents vont se séparer, on ne connaît pas la date. Et pendant les 6 mois précédents, après la séparation que ses parents ont eue, Rose va vivre avec sa mère Gwendolyn et après le 6 mois, elle va déménager à Bishop Cleeves en Angleterre avec son père William. Et c'est pendant ce temps-là, malheureusement, que les relations entre elle et son père vont s'empirer. Bon, vont pas vraiment changer parce que les relations n'ont jamais été vraiment bonnes, mais là, les relations vont changer. L'agressivité et la violence de William va s'empirer. Et ce n'est que plus tard qu'on va découvrir que l'homme souffrait de schizophrénie paranoïde. Donc, bon, sans médicaments, sans traitement, évidemment que l'homme va tomber en psychose, il va avoir des symptômes, des effets secondaires de la maladie.
Et malheureusement pour Rose, elle va subir des abus et des agressions sexuelles de son père à répétition. Donc, si on résume l'enfance de Rose, on peut constater les premières failles dans la personnalité de la jeune fille, c'est qu'elle est née dans une famille très pauvre, où les parents ne prennent pas de temps pour leurs enfants. Il leur manque terriblement de choses, que ce soit de jouets, d'amour, de compassion, d'attention, tout simplement. Et c'est vraiment ces points-là qui vont faire en sorte que l'enfant a des failles dans sa personnalité. C'est vraiment là que la personnalité de l'enfant se forge. Donc, si la personnalité, elle est forgée à ne pas avoir d'attention, évidemment que plus tard, il va avoir des fissures dans cette personnalité-là et la personnalité va vouloir compenser ailleurs. Ensuite, on a évidemment l'abus de drogue et d'alcool venant des deux parents. Donc, la jeune fille a vécu toute sa vie dans l'alcool et dans la drogue. Est-ce qu'elle en a déjà pris? Peut-être. Par erreur? Peut-être aussi. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Mais autrement que l'enfant voit ses parents sous à longueur de journée, évidemment que quand on est sous, on est incapable de s'occuper de ses enfants. Donc, déjà là, en partant, c'est une relation très malsaine. C'est un environnement très néfaste pour l'enfant. Et au cours de sa puberté, donc vers 11-12 ans, la jeune fille va découvrir en fait qu'elle change, que son corps change complètement. Et elle va avoir une fixation sur son corps. Et elle va même commencer à aimer se promener complètement nue dans la maison. Et ça va être ça pas mal l'ambiance familiale. Rose se promène nue et personne ne dit rien. Donc ça a l'air tout à fait normal, tout à fait basique. Ma soeur est tout nue devant moi, j'ai 16 ans, tout va bien. Donc voilà, personne ne disait rien, il n'y avait rien. Et vraiment, elle est attirée par son propre corps qui change. Donc les seins qui poussent, les poils, l'adolescence finalement. Et elle a avoué plus tard qu'elle était souvent allée dormir dans le lit d'un de ses plus petits frères et qu'elle avait agressé physiquement, sexuellement ce petit frère-là pendant longtemps. Donc là, on peut voir que Rosemary, c'est une jeune fille qui a subi des agressions sexuelles et elle a reporté ça contre une autre victime plus jeune que elle. Donc, si vous avez suivi ma vidéo sur le profilage criminel, j'en parle justement. Je pourrais mettre le lien en barre de description. Vous pourrez aller la voir. Souvent, les victimes vont avoir tendance à, justement, dans certains moments, essayer d'avoir une plus grande emprise, d'être supérieure à quelqu'un. Et souvent, ce quelqu'un-là va être plus petit ou plus jeune. Donc, les meurtriers en série, lorsqu'ils sont jeunes, ils sont souvent harcelés à l'école et ils vont finir par se retourner quelque chose de plus petit. Donc, qu'est-ce que c'est? Souvent, ça va être des jeunes enfants, des bébés, mais plus souvent des animaux. Donc, voilà, elle, Rosemary, ce qu'elle faisait, c'est que d'un côté, elle était victime d'agression sexuelle et de l'autre côté, elle était l'agresseuse finalement envers son jeune frère. Donc là, on va passer à la section où elle rencontre le beau Fred. Donc, à l'âge de 15 ans, Rosemary a déjà abandonné l'école et elle s'est trouvée un emploi dans une usine. Donc, elle travaille là et à chaque matin, elle attend le train. Donc, le matin, elle se rend à la gare, elle attend le train et un beau jour, elle rencontre un jeune homme qui a en fait 27 ans et qui semble attiré par elle. Donc, ils vont se mettre à tous les jours, en fait, à parler un peu ensemble. Et jusque-là, c'est très cute, là, vraiment. Ça, je pense que c'est comme Roméo et Juliette, là. Quand elle va attendre le train, le jeune homme arrive, ils parlent ensemble, ils montent dans le train ensemble, ils discutent, tout va bien et jusqu'à présent, c'est très cute, là. Et à un moment donné, Fred a appris où travaillait Rose
et il s'est pointé à son travail avec un cadeau et un bouquet de fleurs. Donc, il ne pouvait pas rentrer dans l'usine, donc il a demandé à quelqu'un qui sortait de donner le bouquet de fleurs et le cadeau à Mademoiselle Rose-Marie Letts. Et en fait, la personne qui a pris le cadeau est allée donner à Rose et Fred, quelques instants plus tard, est entré dans l'usine et s'est avancé vers Rose pour lui demander s'ils pouvaient sortir ensemble le soir même. Donc ça, c'est très très cute. Jusque-là, on ne pourrait pas penser que ces deux personnes-là vont devenir des serial killers. Ah, la vie réserve des surprises parfois. Finalement, ils vont commencer à avoir une relation ensemble, ils vont se fréquenter, tout va bien aller. Vraiment, là, Fred va lui donner beaucoup de cadeaux, beaucoup d'attention. Mais Rose n'est jamais allée chez Fred. Donc, quand ils se voient la plupart du temps, ça va être le matin lorsqu'ils attendent le train et le soir lorsqu'ils vont au restaurant, au cinéma, prendre des marches. Vraiment, ils vont passer des bons moments ensemble, mais personne n'est jamais allé chez l'autre. Donc, finalement, Rose va finalement réaliser par Fred que Fred a déjà été marié à une dame qui s'appelait Catherine, que tout le monde surnommait Rena. Donc, lors de son premier mariage, Fred a eu 2 filles, Anna Maria et Charmaine, et il les a à sa garde. Donc, pendant que lui, il est avec Rose, il fait garder ses filles par une gardienne. Là, à un moment donné, Rose va dire, j'aimerais ça venir chez toi. Donc, Fred va dire, oui, viens. Il vivait dans un parc de roulottes. Et lorsqu'il est entré dans la roulotte, elle a fait connaissance avec Anna-Marie et Charmaine. Et Rose a constaté que les 2 jeunes filles avaient l'air négligées, les cheveux sales. C'est vraiment, il manquait là, un peu d'assistance maternelle. Et au fur et à mesure de sa relation avec Fred, Rose va vraiment servir de figure maternelle aux jeunes filles. Elle va s'en occuper en fait comme si c'était les siens. Jusque-là, tout va bien. Rose accepte pleinement les jeunes filles. Elle accepte que Fred habite dans un parc de roulottes, dans une caravane. Et en fait, le couple va très très bien. Là, Fred donne beaucoup de cadeaux à Rose. Rose, en fait, elle a toute l'attention nécessaire qu'elle voulait, là, parce qu'avec sa famille, c'est pas du tout le cas. Mais avec Rose, Rose et Fred sont vraiment très comblés. Quelques mois après leur rencontre, c'est vraiment là que le cauchemar va commencer, lorsque Rose décide de faire connaître Fred à ses parents, à William et à Gwendoline, qui sont, entre parenthèses, revenus ensemble. En tout cas, c'était pas super clair. Là. Ils étaient-tu ensemble? Ils étaient-tu pas ensemble? En tout cas, elle fait rencontrer Fred à ses 2 parents. Et ses 2 parents vont détester Fred. Ils vont vraiment le haïr parce que il semble vraiment là, comme superficiel. Il se pense hautain. Et Gwendoline dira même plus tard que Fred avait l'air d'un menteur pathologique. C'est pas loin de la vérité, mais bon. Et William a vraiment essayé sans cesse de dissuader Rose d'être avec Fred. Mais plus William essayait de dire à Rose de plus être avec lui, plus Rose se rapprochait de Fred. Donc ça, c'est pas mal la chose que tous les parents font, l'erreur que tous les parents font, c'est de s'acharner non à leurs enfants. Mais plus on fait ça, plus les enfants vont vouloir aller vers la personne à qui on leur dit non. Donc, ça, c'est une petite parenthèse de psychologie humaine. Et voilà, donc, ils vont vraiment essayer de faire en sorte que Rose soit avec Fred, mais ça ne marchera pas. Souvent, elle va découcher de la maison pour aller dormir chez Fred, ce qui va vraiment mettre en colère les parents de Rose, et je peux le comprendre. Mais un jour, William va tenter le tout pour le tout, et c'est en août 1969 que William et Gwendoline vont faire la pire erreur de leur vie, c'est de faire entrer Rosemary dans un centre jeunesse pour jeunes en difficulté. Donc, elle sera obligée d'aller vivre là. Et elle va vivre plusieurs mois là. Elle va avoir droit de sortir le week-end. Mais quand elle va sortir le week-end, elle va toujours s'arranger pour pouvoir aller voir Fred, donc dormir chez eux. Et ensuite, elle va retourner dans le centre.
Donc, un peu avant que Rose sorte du centre pour jeunes en difficulté, Fred va se faire arrêter pour vol et amende impayée et va faire mettre en détention pendant 30 jours. Donc, lorsque Fred sort de prison après les 30 jours, Rose, alors âgée de 16 ans, va sortir du centre de détention et elle va décider d'aller vivre avec Fred à Cheltenham, toujours en Angleterre. Et dans un petit appartement en fait très modeste, très joli, là, assez bien pour leurs moyens. Là. Pendant ce temps-là, William va tenter une autre plainte encore et il va appeler les services sociaux, il va leur dire « Bon, là, ma fille est partie avec un gars de 27 ans, elle a 16 ans là, quand même. » En février 1970, Rose va apprendre qu'elle attend un bébé. Et suite à la plainte que son père avait faite, Rose va se faire remettre dans le centre pour jeunes en difficulté. Elle va y rester pendant quelques semaines et après les quelques semaines, elle va finalement promettre de mettre un terme à sa grossesse et de retourner vivre chez William ou Gwendoline, peu importe. Mais elle va changer son plan. Le 6 mars 1970, elle va quitter le centre de jeunes et elle va s'enfuir avec Fred pour aller vivre leur vie à 4, bientôt 5. Le 17 octobre 1970, Rose va accoucher d'une jeune fille qu'elle va nommer Heather Ann. Donc, on va l'appeler Heather tout au long de la vidéo. Et en décembre 1970, Fred se fait encore emprisonner pour vol de pneus et pour disque de véhicule qu'il a volé. Donc, dans le fond, de décembre 1970 à 24 juin 1971, Rose va vivre seule et devra s'occuper seule à l'âge de 17 ans des deux jeunes filles de Fred, donc Anna-Marie et Charmaine. De l'extérieur, Rose a très bien l'air de s'occuper des filles, il faut se l'avouer. Elle manquait de rien, elle était lavée à tous les jours, elle avait de la nourriture dans le frigidaire. Mais à l'intérieur, quand on parle à Anna-Marie, elle dit qu'elle était souvent victime de violences, de coups, mais que Rose faisait attention de ne pas donner de coups aux jeunes filles, aux avant-bras, aux mains, au visage et aux parties dans le fond qui se voient, qui ne sont pas cachées par des vêtements. Mais de l'extérieur, tout allait bien. Elle avait vraiment l'air d'une bonne belle-mère, d'être vraiment une figure maternelle pour les jeunes filles. Ensuite, là, finalement, Rose va vivre avec les jeunes filles et la dernière fois qu'elle va rendre visite à Fred, c'est le 15 juin, donc quelques jours avant qu'il sorte, parce qu'il est sorti le 24 juin 1971. Donc là, on va reculer comme une semaine avant, 10 jours avant. Le 15 juin, c'est la dernière fois que Rose va venir rendre visite à Fred avec les deux jeunes filles. Donc Charmaine et Anna-Marie. Et là, c'est la dernière fois qu'on voit Charmaine. Donc, ensuite, on ne l'a plus jamais revu. Donc, voilà, le 15 juin, c'est la dernière fois qu'on a vu Charmaine. Et dans le fond, ce que Rose faisait, c'est qu'elle disait, parce que là, à un moment donné, les voisins se sont bien rendus compte que Charmaine n'était plus là, puis la famille de Fred aussi, là, donc, où Charmaine? Et Rose avait dit que Rena était venue lui rendre visite et avait décidé de prendre Charmaine avec elle et de partir vivre avec elle tout seul. Mais pourquoi Anna-Marie elle vit pas avec eux, là, ça c'est quelque chose de... c'est bizarre, là. En fait, du côté de Rena, elle, ce qui est arrivé, c'est que oui, effectivement, elle est venue rendre visite à Rose, mais c'était suite au fait que Christine, la sœur de Fred, avait fini par donner l'adresse à Rena parce que Rena, elle se demandait comment ses filles allaient. Ça faisait plusieurs mois, plusieurs semaines qu'elle n'avait pas de nouvelles de ses filles et elle ne savait pas où Fred habitait. Donc, Catherine, en fait, elle était restée en contact avec la famille de Fred, en très bons termes même. Elle parlait souvent avec Christine et elle lui avait demandé l'adresse de Fred pour pouvoir aller rendre visite à ses filles. Christine lui avait donné. Et à la fin de août 1971, Rena est allée voir Rose. Et bon, elle aurait pris Charmaine avec elle, laissant Anna-Marie derrière elle avec Rose.
Le 29 janvier 1972, au bureau d'enregistrement, Fred et Rose vont se marier sans inviter personne, aucun ami, aucun membre de la famille. Ce qui est très, très bizarre. Et en fait, Fred, quand il s'est enregistré dans les bureaux là, pour certifier son union avec Rose, il s'était inscrit célibataire. Mais pourtant, il était toujours marié à Rena. Pourquoi il s'est mis toujours célibataire alors que Rena, ben, c'est encore sa femme aux yeux de la justice, aux yeux de la loi. Donc, finalement, après quelques semaines, tout de suite après leur mariage, finalement, Rose va apprendre qu'elle est de nouveau enceinte et le couple va déménager au 25 rue Cromwell, toujours en Angleterre, dans une maison 3 étages. Donc, il va avoir le sous-sol, le rez-de-chaussée et le premier étage. Là, il va avoir une très très bonne idée, le couple en fait. C'est que la maison, au départ, c'était un genre de maison d'hébergement temporaire pour les gens. Donc, au premier étage, c'était plein de chambres et ben, les gens louaient les chambres. Dans le fond, Fred et Rose n'avaient acheté que le rez-de-chaussée et le sous-sol. Mais c'était plus avantageux pour eux d'acheter toute la maison et le terrain au complet que de juste comme louer le premier étage et le sous-sol. Donc, Fred, qui était ami en fait du propriétaire de la maison, a décidé d'acheter la maison et le terrain au grand complet. Et il a décidé quand même de continuer à faire en fait à quoi servaient les chambres au premier, mais d'une autre façon. Donc, le 1er juin 1972, Rose va donner naissance à sa deuxième fille qu'elle va nommer May June. On va l'appeler May. Donc, elle donne naissance à sa jeune fille. Là, maintenant, on va parler du début de la prostitution. Donc, le premier étage de la maison va toujours servir à accueillir des gens de passage bon, dans la ville. Dans le fond, ce que Fred va faire, c'est que pour avoir un peu plus d'intimité dans son rez-de-chaussée, dans son sous-sol où est-ce qu'il vivait, eh bien, dans le premier étage, il va faire construire une salle de bain et une mini-cuisine. Donc, comme ça, tous les gens qui louent le premier étage n'auront pas besoin de descendre au rez-de-chaussée pour pouvoir se faire à manger ou pour pouvoir aller aux toilettes. Donc, jusque-là, bon, ça va, c'est bien. Mais là, ils sont en manque d'argent. Ils ont besoin d'argent. Et là, ben, Fred, lui, travaillait à petit contrat. Donc, ça arrivait que des fois, il travaille 2 jours semaine, comme 2 jours par mois. C'était sur demande, c'était contractuel. Donc, Rose va commencer malheureusement à se prostituer et ils vont servir d'une chambre dans la maison qui va devenir la Rose Rooms. Très bizarre. Et ça va vraiment devenir la chambre où Rose va accueillir ses clients. Donc, elle mettait des annonces dans les journaux locaux. Bon, une jeune femme offre ses services de masseuse et bon, blablabla. Ensuite, Fred a eu l'idée de mettre une deuxième sonnette à la maison qui est seulement reliée au rez-de-chaussée et au sous-sol. Donc, les gens du premier étage n'entendent pas la sonnette. Ça, cette sonnette-là, c'est juste pour la famille West, mais entre autres parties, pour les clients. Donc, lorsqu'un client arrive à la maison, il rentre dans la chambre, dans la Rose Rooms, et il va avoir une grosse lumière rouge qui va s'afficher comme juste en haut de la porte pour dire que, ben, Rose est avec un client, donc il ne faut pas la déranger. Et Fred a toujours eu un genre de fétichisme. Il aimait, en fait, c'était un voyeur. Il aimait voir sa femme ou même entendre sa femme avec d'autres hommes. Et très étrange, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un moniteur de bébé et il va le mettre dans la chambre de sa femme, là, caché pour pas que le client le voie. Et ben, il va, comme tout au long de la relation sexuelle de sa femme avec le client, Fred va écouter. Donc ça, c'était pas mal son fétichisme à lui, là, son fantasme d'écouter sa femme avec un autre homme. Bon, jusque-là, ça va. Là. Il y en a plein que ça arrive, il y en a plein que c'est comme ça, c'est normal. En 2021, là, on ne s'attend pas à grand-chose. Là. Mais dans ces années-là, je ne sais pas si c'était bon normal, là, comme tout le monde. Mais bon, finalement, voilà, donc Rose va commencer à avoir de plus en plus de clients. Et de 1972 à 1983, Rose va mettre au monde 8 enfants de couleurs différentes.
Ben là, j'imagine que vous comprenez un peu le principe, là. Ben, c'était une prostituée, la pilule n'existait pas, donc elle tombait enceinte de ses clients. Et lorsqu'un de ses enfants demandait, ben pourquoi moi, j'ai pas la même couleur de peau que les autres, ben Fred disait que c'était tout simplement parce que, ben, son arrière-grand-mère était noire. Donc, quand il y avait un enfant mulâtre, ben, il disait, ben, c'est parce que ma grand-mère, elle est noire, c'est juste pour ça, t'as hérité de ses gènes, tu sais. Mais Fred acceptait bien, en fait, les enfants, mais de toute façon, c'était pas vraiment eux qui s'en occupaient, des enfants, là. C'était des nounous, des gardiennes, là, pendant que Rose travaillait et que lui, ben, écoutait ou regardait, là, sa femme. Très bizarre. Donc, Heather et Stéphane, bon, Stéphane, ça, c'est un autre des enfants de Rose, là, parmi tant d'autres. Ben, ils vont s'enfuir de la maison et ils vont vivre plusieurs semaines chez des amis. Mais après plusieurs semaines, le tannés de dormir dans des lits qui leur appartiennent pas, ils vont finalement revenir chez la famille West. Et ben, en revenant, malheureusement, ils vont se faire frapper. Ils vont se faire battre, tout simplement. De 1972 à 1992, la DPJ va être appelée 31 fois. En fait, parce que ben, les enfants ont été admis... Ben, toutes les 10 ensemble, 31 fois à l'hôpital, mais pourtant, personne n'a jamais rien fait. Donc, il n'y a pas eu de plainte officielle qui a été déposée. Mais tu sais, 31 fois en 20 ans, c'est 20 ans? Ouais, 31 fois en 20 ans, c'est quand même pas mal, je trouve. Et c'est des hospitalisations, c'est pas juste des séjours. Les enfants ont été hospitalisés pour des grosses blessures, là, que ce soit des blessures au crâne, des plaies ouvertes. Ils ont vraiment été hospitalisés là 2, 3, 4 jours. Donc, quand un enfant arrive à l'hôpital et qui est dans un sale état, c'est sûr que ben, tu vas comme les questions vont être dédiées aux parents. Là, genre, qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant? On se pose des questions, mais je pense qu'en 1900, dans les années 70-90, c'était pas comme ça. Et ben, aujourd'hui, c'est sûr que ça a changé, tant mieux. Mais les enfants vivaient beaucoup de violence. En fait, il n'y avait pas beaucoup de sociabilité. Ils étaient obligés de faire des tâches ménagères, donc la vaisselle, le ménage, le lavage, laver les planchers. Tu sais, il n'y avait pas vraiment le temps d'étudier, il n'y avait pas vraiment le temps d'avoir des amis, ni de voir des amis. Donc, entretenir des relations sociales, ben ça n'existait pas vraiment. Là. Tu sais, les enfants allaient à l'école, et quand ils revenaient de l'école, ben ils étaient enfermés dans la maison, et ils faisaient des tâches ménagères parce que Rose travaillait. Donc, il fallait que les enfants aident leur père et leur mère en tout temps. Donc, il n'y avait pas de répit. En 1972, ben malheureusement, Fred va commencer à violer Anna, donc sa propre fille, sa plus vieille fille, sous, pas les ordres, mais les encouragements. Hein. Les encouragements de Rose. Donc, Rose va dire, vas-y, là, fais ça, fais ci, fais ça. Puis, ben, Fred va le faire, là, aveuglé par son amour qu'il a pour Rose. Et ben, tout ce qu'il va faire, dans le fond, c'est qu'il va emmener sa fille Anna au sous-sol. Il va la ligoter sur un lit. Il va la bâillonner. Il va la violer. À répétition, ça va être toujours comme ça. Et Anna Marie a toujours été une victime d'agression sexuelle, mais aussi d'abus et comment qu'on dit c'était toujours des choses que Fred et Rose lui demandaient de faire là, qui étaient vraiment malaisants, là, comme ils pouvaient la violer et après ça, ben, il disait bon, mets la petite jupe. Puis là, ben, Anna mettait la petite jupe, puis là, ben, fais le ménage. Mais il fallait qu'elle lave le plancher à 4 pattes. T'sais. Donc, la mini-jupe était mini. Puis, ben, dans le fond, quand elle se planchait, ben, on voyait tout. Fait que, tu sais, c'était vraiment comme humiliant, c'est ça le mot. C'était vraiment humiliant pour Anna, mais c'était toujours comme ça. C'était son quotidien, là. À tous les jours, elle vivait ça, là. À tous les jours, en revenant de l'école, elle savait qu'elle devait aller au sous-sol et qu'elle se ferait agresser sexuellement par son propre père et qu'elle devait porter une mini-jupe et faire les tâches ménagères quotidiennes de la maison. Donc, là, on va parler, en fait, de Caroline Owens. Donc là, une chance. Caroline Owens va entrer dans la vie des West. Et en octobre 1972, en fait, Caroline faisait de l'autostop. Elle vivait avec son copain et ben, elle s'était comme mini chicanée avec lui.
Et elle devait se rendre dans une autre ville pour, en fait, pour se trouver un boulot. Et les West, justement, passaient par là et ils ont décidé de prendre la jeune femme de 17 ans. Puis, bon, durant le trajet de l'auto, ils ont commencé à discuter ensemble et c'est là que Caroline a dit qu'elle se cherchait un emploi. Donc là, Fred West et Rose West se sont regardés et ils se sont dit, bon, on pourrait peut-être t'engager comme nounou pour t'occuper des 3 enfants qui nous restent. Ils sont rendus où les autres? On ne sait pas encore, hein? Donc, tu pourrais comme travailler pour nous, puis on pourrait t'engager pour les 3 enfants qui nous restent. Tu t'en occupes toute la journée, moi je travaille, Fred travaille. Et la jeune femme de 17 ans, Caroline, va accepter, malheureusement pour elle. Donc, finalement, Fred et Rose vont ramener Caroline à la maison et elle va faire le tour, en fait, de savoir c'est quoi les tâches ménagères, qu'est-ce qu'il faut faire, s'occuper des enfants et tout. Et là, Caroline va commencer à travailler, tout va bien aller, mais là, à un moment donné, elle commence à réaliser qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent à la maison, puis dans la Rose Rooms. Et là, elle va comme demander à Rose, mais pourquoi il y a autant de gens qui viennent? C'est quoi ton métier, tu sais? Fait que là, Rose va lui dire, moi, en fait, je suis masseuse. Donc, je sais pas si ça t'intéresserait de faire le même métier que moi en même temps, tu sais, peut-être comme à temps partiel, là, quand les enfants dorment ou quand ils jouent dehors. Si ça te tente, tu pourrais, c'est très payant. Là, Caroline va vraiment elle va réaliser que c'est pas masseuse, là, c'est prostituée. Et elle va vouloir quitter la maison, vraiment démissionner. Mais là, Fred et Rose vont dire, ok, c'est bon, on va aller te porter, là. Et là, Caroline va embarquer dans la voiture et ils vont se rendre. Mais Fred va finalement arrêter la voiture et ils vont y sauter dessus tout simplement. Donc, ils vont la violer, ils vont la bâillonner, ils vont l'attacher, ils vont la violer. Et ils vont la ramener à la maison pour la mettre dans le sous-sol. Et c'est vraiment là qu'ils vont encore la violer à répétition. Et ils vont la séquestrer temporairement dans le sous-sol. Donc là, Caroline est enfermée dans le sous-sol. C'est à son tour, en fait, de subir les fantasmes de Fred et de Rose. En fait, ce qui est drôle dans toute l'histoire, ce qui est drôle, non, là, mais ce que je trouve drôle, en parenthèse, dans l'histoire, c'est que, on peut dire que Fred était légèrement manipulé par Rose, parce que la plupart du temps, c'est Rose qui encourageait son mari à violer. C'est elle qui encourageait son mari à battre, à bâillonner, elle lui disait comme fais ça, bâillonne-la, attache-la au lit, viole-la, fais des trucs. Et une fois de temps en temps, ça arrivait que Rose embarque elle aussi là, dans le viol. Donc, Caroline, elle va être séquestrée temporairement et finalement, elle va finir par s'enfuir. Et tout de suite, elle va aller voir sa mère et elle va lui raconter, ça va lui prendre comme quelques jours à y raconter. Puis finalement, elle va y raconter ce qui s'est passé. Elle était tellement humiliée, elle se trouvait tellement nounoune d'avoir cru que cette famille-là voulait vraiment l'engager comme nounou et non comme prostituée ou comme juste en tant que victime. Elle va vraiment avoir honte d'en parler à sa mère, mais elle va finir par le faire. Et sa mère va décider de porter plainte pour viol et pour violence, en fait, envers sa fille. Et là, il y a un procès comme... Ils vont passer devant le tribunal et le tribunal va s'ouvrir, mais malheureusement, Caroline Owens, elle est trop honteuse pour aller parler à la barre et raconter ce que Fred et Rose ont fait, surtout qu'ils se trouvent dans la même salle qu'elle. Elle les voit, là, ils sont comme devant elle. C'est un peu gênant, c'est un peu humiliant là, de parler de ça. Donc, elle va dire qu'elle ne veut pas parler, mais malheureusement, sans le fait qu'elle aille devant la barre pour discuter, pour parler de ça, les accusations vont tout simplement tomber. Donc là, le juge va proposer à Rose et à Fred de plaider coupable et de payer comme une somme vraiment merdique, c'est comme 50 $. Donc, si tu payes 50 $, tu peux sortir, là, puis c'est bon. Pour avoir séquestré temporairement, pour avoir violé, pour avoir battu une jeune fille de 17 ans, là, c'est vraiment stupide, c'est ridicule. Là. Et quand Caroline va apprendre ça, elle va malheureusement tenter de se suicider. Mais ça marchera pas. Elle va échouer. Donc là, on va parler en fait de l'enquête et de l'arrestation de Rose et de Fred West.
Donc, le 6 août 1992, Fred va se faire arrêter pour accusation de viol sur une de ses filles de 13 ans. Rose va être arrêtée, en fait, à la suite de l'arrestation de Fred pour maltraitance envers ses enfants, parce que finalement, il y a quelqu'un qui s'est réveillé et qui s'est dit « Je devrais peut-être porter plainte contre Rose et Fred West, il y a des choses bizarres qui se passent dans cette maison-là. » Donc, il y a quelqu'un qui s'est réveillé et voilà, ça donne ça. Donc, le 7 en 93, le tribunal va retirer tous les enfants de la famille West pendant qu'ils passent en cours. Là. De toute façon, c'est comme pas mal logique. Là. Et en fait, aucun des enfants va vouloir témoigner à la barre pour les enfants qui restent, là, en fait. Parce qu'il n'en reste pas beaucoup, là. Donc là, il va y avoir une enquête qui va s'ouvrir en attendant leur procès. Là. Et les policiers vont se rendre au 25 rue Cromwell, ou leur première maison, dans le fond, et c'est là qu'ils vont découvrir des restes humains. Donc, bon, pendant qu'ils font analyser les restes humains, ils vont demander à Rose, c'est quoi ces restes humains-là? Mais elle va vraiment tout nier là, en bloc. Elle va dire qu'elle n'était pas du tout au courant qu'il y avait des restes humains dans sa cour. Et tant qu'à Fred, lui, il va dire que c'est Rose. Donc là, Fred accuse Rose, et Rose dit qu'elle n'était pas au courant. Donc là, les policiers sont comme, c'est sûr que les deux, ils savent, là. Les deux sont au courant. Et si c'est pas un des deux qui a fait les crimes, c'est les deux ensemble. Donc là, finalement, Fred va finir par tout avouer. Il va dire que pendant sa première détention, si vous vous souvenez bien, lorsqu'il s'est fait arrêter dans le fond, pour vol et amende impayée, eh bien, Rose, en fait, elle était toute seule à s'occuper des enfants Anna-Marie et Charmaine. Et la dernière fois qu'on a vu Charmaine, c'était le 15 juin 1971. Donc, là, on a finalement constaté que les restes humains, c'était des restes de Charmaine, mais aussi de Rena. Étrange. Donc, ce qui est arrivé, c'est que, là, Rose, elle avait dit que Rena était venue chercher Charmaine pour l'emmener vivre avec elle ailleurs. Mais finalement, elle a tué Charmaine, elle l'avait démembrée et elle l'avait enterrée dans le jardin dans un sac poubelle. Là, ensuite, quand Rena s'est ramenée chez eux pour voir comment ses filles allaient, Rose a fait comme « Oh mon Dieu, Rena va comme se rendre compte que Charmaine est plus là. Elle va me demander « est où? » Fait que là, on a comme pas le choix. Là. Puis là, Fred, il était sorti de prison. Donc, Fred a embarqué Rena dans la voiture. Il a dit « Ah, je vais t'emmener voir Charmaine. » Elle est partie chez une de ses amies. Mais finalement, il va tuer la femme, il va la démembrer, il va la mettre dans un sac poubelle et il va l'enterrer dans la cour, là, exactement pas très loin de Charmaine. D'où pourquoi les policiers ont retrouvé des restes humains. Donc, dans le fond, Rena, elle a juste été une victime obligée, là, un dommage collatéraux, là, parce que si elle s'était pas demandé où était Charmaine, elle serait pas morte. Mais pas le choix, parce que là, il fallait que le secret dure longtemps, là. Donc, voilà. Et après tout ça, Fred va vraiment tout avouer là, au complet là, ce qui s'est passé. Et vraiment avouer toutes les victimes qu'ils ont fait. Donc, il y a Anne McFall en juin 1967. Ça, Anne McFall, c'était une maîtresse. En fait, la première maîtresse de Fred. Parce que, bon, Fred était avec Rena. Mais il trompait Rena avec Anne. Et il trompait Anne avec Rose. Je sais pas si vous me suivez. Donc, mais là, c'était cool parce que là, Fred, il était marié. Il y avait une maîtresse qui s'appelait Anne. Et il y avait une autre maîtresse plus jeune, de 16 ans, qui s'appelait Rose. Mais là, à un moment donné, ça a comme mal viré parce que Anne est tombée enceinte. Il fallait la faire disparaître. Donc, il l'a tuée. Ensuite, on a Charmaine West. Ça, c'est Rose qui l'a fait en juin 1971. Ensuite, on a Rena West en août 1971. On a aussi Linda Goof en avril 1973. On a Carol Ann Cooper en novembre 1973. On a Lucy Catherine Partington en décembre 1973. On a Thérèse Siegenthaler en avril 1974. On a Shirley Hubbard, novembre 1974. Juanita Marion, avril 75. Charlie Ann Robinson, mai 78. Alison Chambers,
août 1979. Heather Ann West, juin 1987. Ça, c'est la fille aînée de Fred et de Rose. Rose, vu que Heather est comme disparue, Rose avait inventé qu'elle était partie en vacances à Devonshire. Donc, elle avait, c'est comme pas un gros mensonge, mais elle avait dit qu'elle était partie. Donc, finalement, là, le procès va s'ouvrir, et là, il y a tellement de preuves, comme Fred, vu qu'il a tout avoué, là, ça a été plus facile de trouver des preuves et des témoignages, même des clients, même de tout. Je sais pas pourquoi il a autant avoué facilement. Peut-être qu'il était juste comme vraiment tanné. Tu sais, s'il a avoué tout ce qui s'est passé aussi rapidement, c'est peut-être parce que c'était pas tant sa volonté que ça de vivre dans ce genre de monde-là. Je peux pas non plus dire qu'il a été manipulé à 100%, parce qu'on fait chacun nos choix aussi dans la vie, mais je pense que si Rose et Fred ne s'étaient jamais trouvés, toute cette histoire-là serait jamais arrivée. Et je trouve ça dommage que, au Québec, je pense pas qu'il y ait grand monde qui en a entendu parler. Dites-moi en commentaire si vous n'avez entendu parler de cette histoire-là, là, de Fred et de Rose West. Moi, personnellement, je pense pas. J'ai déjà vu leur visage dans des séries d'enquêtes policières et de criminologie, mais j'avais jamais vraiment entendu parler de leur histoire. Et donc voilà, ils vont être accusés de meurtre et condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Donc, parce qu'il y a beaucoup de preuves aussi circonstancielles là, qui sont comme contre eux. Là. Même si Rose a dit « Non, j'ai jamais rien fait », il y a trop de preuves là, circonstancielles contre toi. Là. Ton alibi, tes alibis tiennent pas là, la route. Fait que finalement, Fred, lui, va être juste condamné pour 2 meurtres, tandis que Rose pour tous les autres meurtres. Et le 1er janvier 1995, Fred va se pendre dans sa cellule. Tu sais, quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu triste. En tout cas, j'étais un peu triste parce que dans le fond, tout au long de mes recherches, quand je recherchais tous les faits de ce qui s'était passé, tu sais, ça disait toujours que, Rose, elle encourageait Fred à faire telle affaire. Rose disait à Fred de faire telle chose. Elle battait beaucoup les enfants et ça, elle l'a avoué, là, elle a fini par l'avouer. Elle frappait beaucoup plus les enfants que Fred. Donc, c'est quoi la part de responsabilité? C'est quoi le pourcentage de responsabilité des deux dans toute cette histoire-là? Autant dans les histoires de la DPJ que dans tous les meurtres qui est arrivé. Parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de meurtres là, qui sont attitrés à Fred. C'est sûr qu'on a Rena. Et on en a un autre, mais tu sais, 2 sur 10. C'est comme, c'est pas beaucoup, là, tu sais. Donc, voilà. Et finalement, Rose va être condamnée à la prison à vie. Et tout de suite après sa condamnation, elle va faire appel pour les 10 meurtres qu'elle est condamnée. Mais là, la cour va dire non, on veut rien entendre, là. Tu vas passer le reste de ta vie en prison, là, puis c'est bon. Puis après ça, elle s'est exprimée une seule fois à la télé et elle a dit que plus jamais elle va essayer de faire appel à ses condamnations et elle va se taire. Donc jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas fait d'autres appels. Je pense que elle a juste réalisé là, à quel point elle méritait là, sa sentence. Et ça sert à quoi de se battre? Là? Ça sert absolument à rien qu'à se battre. Là, elle va perdre son temps parce que jamais, au grand jamais, elle va être libérée, cette femme-là. Là. Donc, voilà, c'est tout pour la longue vidéo de la semaine. J'espère que vous avez aimé le contenu. Si vous voulez plus de sujets, en fait, sur la biographie des meurtriers en série, écrivez-moi en commentaire. Ça va me faire extrêmement plaisir d'en parler. J'adore ça. C'est sûr, c'est beaucoup de recherches, mais j'adore ça vraiment. Donc, si vous avez des sujets, peu importe, que ce soit des syndromes, que ce soit des biographies de meurtriers, que ce soit des fun facts, que ce soit des creepypasta, des légendes, des personnages historiques, ça va me faire plaisir. Donc, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et on se retrouve chaque samedi 20h pour des sujets différents. Gros bisous à vous.